d'être témoin d'un entretien sur le mode du 08. Hein, la personne appelle, absolument. elle a son numéro, elle sait que c'est payant, elle sait combien ça coûte, elle sait combien de temps ça peut durer. Absolument. Et tout de suite, vous êtes tout de suite de plein pied avec sa demande, d'une seconde à l'autre. Absolument, et vous avez vu, ça démarre au quart de tour. Au quart de tour, ouais, c'est ça. Et j'irai, je la cerne tout de suite, je vois tout de suite ses points forts, ses points faibles, et ce qui cloche en fait avec elle, quoi. Et ça vous arrive souvent dans une journée, ce genre d'appel? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Oui, bon, alors, je les limite justement parce que... Bon, bah, Vous avez un moyen de les limiter ou de les alors, refuser? j'ai un moyen, ben, par le temps, par le temps de présence. Ah oui, oui. Hein? Vous auriez pu continuer là, par exemple. Voilà, voilà. Et vous bon, l'avez incité à arrêter, en quelque sorte? Je dirais que j'ai fait en sorte de lui donner sa réponse rapidement, Voilà. puisque nous étions en entretien, Oui, voilà. pour pas que ça s'éternise, Voilà, c'est ça. etc. Parce que, bon, Mais ça aurait pu ça aurait pu être beaucoup plus long. ça aurait pu durer, Si la personne était... ça aurait pu durer un quart d'heure, 20 minutes, Oui. absolument. Mais la personne elle-même, elle peut aussi avoir ses critères. Absolument. Elle ne veut pas forcément que ça dure plus longtemps, parce qu'elle sait que ça va lui coûter quelque chose. Absolument, mais je dirais, bon, là, il y a un paramètre d'honnêteté, hein, de dire, bon, ben voilà, vous vouliez votre réponse, bon, ben voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, par exemple, la personne dit, moi je veux pas parler plus de... Est-ce que parfois... il arrive des gens, ils me disent, bon, ben voilà, j'ai un budget de temps, Voilà. je veux pas dépasser, bon, ben on dépasse pas. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais de problème. Oui, d'accord. Et ça, c'est pas la même formule que ce qu'on appelle l'audiotel. Oh non, l'audiotel, moi j'en ai eu fait il y a une époque, Oui. mais très peu, parce que... Là, vous passez par une centrale. Voilà, en passant par une centrale, mais ce type de consultation ne me convient pas. Oui. Je dirais, c'est pas moi, ça ressemble à rien Ouais, par rapport à moi. ouais, Donc c'est ouais, pas c'est pas le genre de fonctionnement, je dirais, qui m'intéresse non plus. Donc là, vous avez tiré des cartes du tarot. Non, Alors, ça vous a aidé quelque part? Ça m'a aidé dans le sens où j'ai eu la confirmation de la procédure de ce divorce, j'ai eu la confirmation de ce Mais est-ce voyage. que c'était parce que certaines cartes étaient sorties quand même? Non. Non, même pas. Non, même pas. Ah, oui. Même pas, je dirais que la configuration sa voix plus la configuration du jeu m'a fait que tout de suite, bon ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, il y a ça, attention à ces impulsions de caractère, attention, vous risquez d'avoir des conflits si vous vous opposez à lui. Vous voyez, tout de suite, j'ai ressenti la part de blocage sur le copain, sur Alors vous avez demandé quelle information au départ? Le prénom Le prénom et la date de naissance. La date de naissance, c'est ça. Avec l'année, donc forcément. Avec l'année, bon, même s'il n'y a pas l'année, à la limite, c'est pas grave. Le jour et le mois sont importants. Et le prénom, c'est important et aussi le prénom est important. Concrétiser un peu. Mais il faut se baser sur quelque chose. Oui, voilà. On ne peut pas se baser sur de l'inexistant. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête immédiatement? Quelque chose en vous s'est mobilisé pour gérer la situation? J'ai automatiquement, j'ai envie de dire, les neurones, la connexion se fait. Et dès que la connexion est faite, tout ce qui est autour ne compte plus, puisque je suis en plein dans l'œuvre, je dirais, dans l'analyse. Vous n'étiez pas dans un état second, par exemple, là, vous vous souvenez, pas du tout. Vous vous souvenez parfaitement de ce que vous avez dit? Pas du tout. Pas du tout. Non, je dirais que pour être dans un état second, d'abord, il faut que la consultation dure plus longtemps. Oui. Et il faut qu'il y ait un réel intérêt. Oui. Ça ne veut pas dire que la consultation n'avait pas d'intérêt, parce que la personne venait pour chercher une réponse, elle l'a eu. Vous voyez? Bon. Par contre, il y en a qui ont des choses sur lesquelles ça va beaucoup plus profond que ça, et à ce moment-là, il faut aller beaucoup. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle vous a contacté, vous?
par quel concours de circonstances? Parce que c'est intéressant de savoir pourquoi on va avoir celui-ci et pas celui-là. J'y ai rien, des attirances de sympathie. Mais rien que par le... Elle est allée sur votre site, à votre avenue? Oui, je pense. Oui, je pense. Vous avez un assez joli site quand même, oui. Bon, le site est pas mal fait, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais les choses, bon, devraient... la personne est attirée, une question, tombe dessus, bon, ben voilà, quoi. Oui. Et puis après, on avance. Est-ce que, on fait une question un petit peu comme ça en passant, est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes ne travaillent pas de la même manière dans cette profession? Est-ce que c'est pas la même sensibilité, le même fonctionnement? Et puis même le même conseil aussi, peut-être à la limite. Je dirais que le fait d'être un homme d'une façon générale en voyance, travaille un petit peu moins qu'une femme. D'une façon générale. Ah oui, d'accord. Hein, d'une façon générale. C'est-à-dire une femme va faire X consultations, l'homme en fera toujours un petit peu moins. Mais parce qu'il le veut ou parce que ça ne se présente pas? Non, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'affronter l'homme. D'accord. Par rapport à l'équivalent. Moi, j'essaie de trouver toujours le pendant, l'équivalent, la stabilité. Là, par exemple, apparemment, elle a peut-être précédé. Tiens, parce que j'ai envie de savoir un peu ce que pensait un autre. Elle a préféré avoir un dialogue d'homme, puisque sa question était en rapport avec son compagnon. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent une véritable interprétation, je dirais, un véritable éclaircissement, vont s'orienter vers l'homme ou vers la femme, et puis après, il y a le fait de se connaître, il y a le fait du ressenti, il y a le fait des résultats, il y a le fait d'un tas de choses. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a des accros qui appellent tout le temps, à gauche et à droite cette dame-là, vous ne pensez pas qu'elle a appelé 36 personnes? Non, elle en a peut-être appelé encore un, elle va en appeler encore un, oui. pour avoir une confirmation, mais c'est tout. Voilà, c'est ça, oui. Vous voyez, souvent les gens vont appeler 1-2 personnes, mais ce qu'on appelle l'accro, c'est la personne qui en appelle 10 dans la journée, etc. Bien sûr, il y en a de temps en temps, mais c'est loin d'être une majorité, c'est une petite minorité. Est-ce que vous fréquentez ce milieu, monsieur de Montlhéry? Pas du tout. C'est ainsi une question. Est-ce que vous savez que les astrologues se fréquentent beaucoup? Enfin, en tout cas, ils se réunissent à des tas d'occasions. Non. Mais dans ce domaine-là, c'est moins... Je dirais pas du tout. J'en connais quelques-uns. J'ai quelques relations et des gens qui sont très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... c'est lourd. Quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ces structures qui ont une vocation déontologique, ou comme l'INAD? Je suis membre de l'INAD moi-même. Oui. Bon. Donc, il y a du pour et du contre. L'INAD, c'est très bien par rapport à ce qu'il veut véhiculer. Donc, dans l'idée, moi je dis c'est parfait, et au contraire, ça protège tout le monde, c'est parfait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas. Moi, en tant que membre de l'INAD, je dirais, pour moi, c'est très bien. Ça permet d'être raccroché à une éthique de ce que l'on voudrait transmettre. Est-ce que ça vous a déjà servi dans certains cas? Est-ce que vous êtes tombé sur des personnes qui faisaient problème, je ne sais pas, ou qui... il y en a toujours des gens qui font n'étaient pas satisfaites, je ne sais pas. Non, mais il y a toujours des gens qui font problème. Voilà, c'est ça. Maintenant, sur 100 personnes, vous ne pouvez pas plaire à 100 personnes. Ça. Donc, personnellement, j'ai une forme de détachement qui fait que, bon, s'il y a 2-3 personnes qui se plaignent, bon, à la limite, c'est normal. S'il y en a 20, c'est plus normal. Ouais. Vous voyez? Bon, voilà, donc après...
Donc cette déontologie, ce serait quoi cette déontologie? C'est l'honnêteté. Pouvez-vous préciser un petit peu L'honnêteté sur les tarifs, l'honnêteté dans les consultations, l'honnêteté dans la voyance, dans la précision de la voyance, dans l'accompagnement de la voyance. Et j'ai à ne pas proposer de travaux, pas proposer de choses comme ça, des choses qui amènent des gens, ne pas ruiner la personne. Bon, quelqu'un qui a une situation difficile, systématiquement, ne pas l'assassiner. Enfin bon, il y a un tas de choses qui amènent à une certaine, une certaine éthique malgré tout. Oui. Parce que la personne qui vient à vous est quelqu'un en souffrance, bon, vous n'allez pas profiter de cette souffrance pour l'assassiner, quoi. Alors revenons un peu à une question que j'avais abordée juste avant notre entretien, à savoir la recherche historique. Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'il est pertinent d'aller interroger tel personnage, tel écrivain, tel homme politique qui est mort depuis quelques siècles parfois? Ça peut être assez sympa. Moi-même, il m'est arrivé d'entrer en contact avec Ramsès II, par exemple. Alors là, effectivement, vous faites fort. Là, oui. Ça a été, à une époque où j'étais à Lyon. Et effectivement, où j'ai eu des choses assez précises, assez exceptionnelles. Alors justement, moi-même, je ne suis pas médium, mais j'ai travaillé avec des médiums dans ce domaine, notamment à l'époque de Nostradamus, mais pas seulement. Alors la question de savoir comment est-ce que cette mémoire, comment ces personnages justement si anciens, dans le cas de Ramsès, ça nous renvoie à plusieurs millénaires en fait, est-ce qu'ils se sont réincarnés depuis? Est-ce qu'il y a une mémoire akashique, il y a une espèce d'archive? Où est-ce qu'on arrive? Comment est-ce que cette information... Je dirais plutôt, alors bon, ça n'engage que moi, et c'est dans mon ressenti. Bien sûr. Ce n'est que mon opinion. Je ne dis pas que c'est la meilleure, et je ne dis pas que c'est l'opinion absolue, puisque les choses évoluent. Mais on obtient... Moi je dis quelqu'un décède, donc le corps et l'âme se dissocient. Oui. Ce qu'on appelle l'âme, et c'est l'enveloppe corporelle qui se détache du mental. Donc, à partir de là, le mental a plusieurs sphères, évolue dans plusieurs sphères, dans plusieurs couches, dans plusieurs évolutions de stades. Et il y a toujours cette mémoire, cette mémoire devient une mémoire collective, mais pour moi ne se réincarne pas. Regardez, que ce soit Nostradamus, que ce soit Léonard de Vinci, que ce soit les Égyptiens, donc Ramsès II, Akhenaton, etc. Si ces gens, si l'âme était réellement réincarnée, qu'est-ce que ça aurait donné aujourd'hui? Oui. Vous voyez? Donc, je suis extrêmement prudent sur cet effet de réincarnation. Par contre, ce que je constate, c'est que l'âme reste en suspens pour toujours et pour l'éternité, j'ai envie de dire. Oui, c'est une hypothèse possible. Et c'est plus ce que je penserais. Oui. Et à charge du médium, de celui qui souhaite aller à la rencontre de celui qui est en suspens, d'entrer en contact. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Je veux dire, quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans, dans quel état il a vécu? Est-ce qu'il est d'une sorte de... le temps s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? La personne reste fixée sur le moment, il y a une espèce d'intemporalité. Moi je dirais, il y a probablement quelque chose d'intemporel qui fait que la personne évolue sur un certain plan, mais si on entre en contact avec elle, elle va pouvoir vous donner des informations sur le passé ou sur le futur.
Ah oui, parce qu'il y a aussi ça. Et oui, Parce qu'on interroge... sur son vécu. Oui. Sur son vécu, vous regardez une 96.2, on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. Oui. Vous reprenez le cas, je ne sais pas, d'un accident violent, de choses comme ça, de quelqu'un. Vous entrez en contact avec cette personne grâce à une photo. Ben, vous avez des informations de précision sur les derniers instants. Mais vous n'aurez pas d'informations plus de devenir de ce qu'elle aurait pu être, puisqu'elle n'a pas été. Oui. Oui, ça on peut penser. Donc, le temps s'est arrêté. Oui. Et le temps qui s'est arrêté ne peut pas aller au-delà de Quoique, ce qui vous s'est savez, arrêté. il y a ce qu'on appelle la postérité. C'est-à-dire qu'on peut reparler de quelqu'un après sa mort. Ben, à ce moment-là, on parle de mémoire. Non, il peut y avoir des gens qui sont connus par la suite, dont la carrière se poursuit après leur mort, en quelque sorte. Qui sont, donc, je sais pas, qui vont recevoir des confirmations, des consécrations post-mortem, posthumes. Oui, mais bon... Pour un nouvel anniversaire, enfin bon, peu importe. Enfin, en tout cas, vous touchez à un sujet intéressant. Donc, en fin de compte, une fois que nous décédons, quelque part, ce que nous avons vécu va continuer à exister, et ça peut s'interroger. Voilà. La matière physique disparaît, puisque bon, l'être devient poussière, ou alors... il n'y a pas d'amnésie, la personne garde le souvenir de très précisément de ce qu'elle a vécu. Le côté de ce qui est du vécu, le vécu reste en suspens, jusqu'au moment où X ou Y va pouvoir l'interroger. Oui. Et alors justement, actuellement, moi j'ai lancé un peu un mouvement dans ce sens. J'aimerais bien vous inviter à y participer, c'est-à-dire qui consiste à dire voilà, bon, je veux communiquer avec cette personne-là, j'appelle cette personne-là ou cette dimension-là, et elle se présente. Vous pensez que c'est possible, ça? Ah, complètement. Oui. Ah, complètement. Mais comment ça se passe, à votre avis? Je vais vous poser une question, je vais dire les choses d'une manière un peu naïve, ou faussement naïve. Elle est prévenue qu'on veut la voir? Ou elle sait déjà à l'avance qu'on va la contacter? Parce que ça m'a toujours surpris, parce que j'ai fait pas mal d'expériences depuis quelques mois. On écrit le nom, par exemple, de la personne, et celle-ci se présente, en fait. Oui, absolument. Alors, il y a un système de communication, il y a une sorte de téléphone. Est-on sûr que c'est la bonne personne? Est-on sûr que c'est pas le dédoublement de l'esprit de celui qui appelle? Oui. Est-on sûr? Disons qu'il y a plein d'interrogations qui se posent à ce niveau-là. Disons, moi je suis quelqu'un, je viens d'extrêmement prudent. Oui. Disons, je veux bien tout accepter, tout croire, tout composer, mais il y a des choses sur lesquelles je trouve qu'on mène souvent les gens dans un état de, je dirais, ou de peur ou de mystère qui, à mon avis, bon, est un petit peu déraisonnable. Oui. Hein? Est-ce qu'on est sûr, par exemple, si on appelle Victor Hugo, est-ce qu'on est sûr d'avoir Victor Hugo? Si on appelle le père de la voisine, est-ce qu'on est sûr que c'est le père de la voisine? Bah, écoutez, si vous parlez avec un spécialiste, si vous avez affaire en face de vous... Alors, il y en a qui vont vous dire oui, effectivement, je suis sûr que c'est lui. Hein? Moi, je vais vous dire, j'ai eu contact avec Ramsès II, je peux vous garantir que c'est lui, parce que après je l'ai vu en dédoublement, etc. Il était à côté de moi. Donc, non, alors cette personne peut avoir exactement la même interprétation. Puis il y a aussi la qualité de l'entretien. Et puis il y a la qualité de l'entretien. Si vous connaissez très bien le sujet, si vous on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Voilà, exactement. Et les questions que vous allez poser vont être pertinentes pour la personne, elle va voir de quoi vous parlez. Exactement, parce que bon, certains qui se sont amusés à interroger Alan Kardec, par exemple. Oui. Hein, bon, ça s'est fait depuis des années, et ça se fait encore. Et bon, ben oui, ok, il y a des choses qui... Pourquoi pas maintenant? Est-ce que ce n'est pas les facultés de l'esprit qui permettent
qui permettent non pas la communication, mais une forme de transe, de dédoublement de soi. Oui, oui, vous avez évoqué ça. Vous voyez, oui. Donc moi je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Oui. Extrêmement prudent. Je suis ouvert absolument à tout, mais avec beaucoup de prudence. Parce que, effectivement, il y a des choses qui existent. Oui, il y a des choses qui existent. Oui, le dédoublement, ça existe. Donc pour les historiens, c'est quand même très précieux tout ça. Pour les historiens qui voudraient travailler sur un auteur, quelqu'un qui ferait une thèse de doctorat, par exemple, sur Victor Hugo ou sur Montaigne, il pourrait compléter son travail en passant par vous. Absolument. Ou on pourrait dire, on a écrit la 10e symphonie de Beethoven en dédoublement. Donc pour vous, ce serait un travail comme un autre, en fait, quelque part. Ce serait un travail comme un autre, oui. Que vous factureriez aussi, éventuellement. Oui, alors là, je ne sais pas comment ça pourrait s'organiser, parce que... Au temps passé, je ne sais pas. Moi, je cherche actuellement des médiums avec qui je pourrais travailler. On nous prendrait un petit peu pour des fous, quoi. Écoutez, je ne sais pas. Regardez, par exemple, j'ai travaillé récemment sur Nostradamus. Eh bien, je travaille dans un cercle de chercheurs dans ce domaine. Et ils ont été impressionnés par les entretiens que j'ai eus. Parce que c'était très pointu, et les propos qui sont tenus par... moi, je n'interrogeais pas forcément Nostradamus, j'interrogeais des gens avec ses éditeurs, ses collaborateurs. Et ils se présentaient, et puis ils donnaient leur témoignage. C'est comme si on interrogeait... La raison, ce n'est pas d'interroger une personne, d'interroger toute une série de personnes qui font partie de ce milieu. Alors, comme ça, vous avez 10, 20 personnes qui apportent chacune leur témoignage. Oui, puis de l'impression, si ça ne vient pas pour un à un moment donné, ça va venir pour l'autre, après l'autre va prendre le relais, etc. C'est une sorte de procès ou d'enquête. Une enquête qui serait menée avec énormément de spécialistes, de documentation, etc. Et ça ouvre pas mal de perspectives pour ce qu'on peut appeler aussi l'archéologie médiumnique, c'est-à-dire Et alors, dans le cas de Ramsès, vous avez compris des choses non, parce que ça a duré 2 soirées. Mais vous l'aviez voulu, ça, vous l'aviez demandé, cette rencontre Non, ça s'est imposé comme ça. Ah oui, d'accord. Moi. Ramsès II, c'est le personnage qui a été avec Moïse, en quelque sorte. Absolument. Alors, on n'est même pas sûr de cette période-là. Alors, bon, mais c'est assez curieux, parce que les infos que j'ai eues à l'époque se sont vérifiées très rapidement. Et bon, il y a plein de petites choses bizarres. Après, bon, j'ai pas retenté l'expérience parce que peut-être. Peut-être à tort. Oui, parce qu'en fait, ce n'est qu'un médium qui a le fait de le faire une fois n'est pas forcément, même que il faudrait le faire quand même une fois par mois, une fois par mois. Faudrait l'entretenir régulièrement. Oui, pour pouvoir justement avoir l'expérience de ce qui passe, de ce qui passe pas, de ce qui est suspect, de ce qui n'est pas suspect. Il faudrait quand même... Donc c'est le genre de truc, mais c'est un truc qui est amusant. Oui, enfin amusant. Amusant et je dirais intéressant dans le sens où l'information transmise peut être une information précieuse à un moment donné. On pourrait imaginer que... Parce qu'on peut avoir un effet de solution à X ou Y problème grâce à une intervention entre guillemets divine, si on peut l'appeler ainsi. Alors là, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Non, mais je veux dire, allusion à la connaissance, puisque... non mais divine, pourquoi divine Non, mais divine, parce que c'est... On ne sait de pas... l'au-delà. Oui, de l'au-delà. On ne sait pas à qui ça s'adresse. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas qui va donner l'info. Oui. Et une info qui peut être transmise en disant, bon ben voilà, telle et telle chose, on va arriver à tel et tel résultat. Oui. Et celui qui est un petit peu plus osé va essayer les choses et effectivement on va obtenir des résultats. Oui. Et alors comme vous me disiez, ils vont être avertis en fait. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas de frontière quelque part. C'est un petit peu, bon, je dirais, c'est un téléphone téléguidé, quoi. Parce que c'est comme un peu la Belle au bois dormant, ça peut être des gens qu'on n'a pas interrogés depuis qui sont morts. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Donc des gens qui sont restés dans un état
de solitude, en quelque sorte, sur ce plan-là. Ben, solitude, on ne sait pas. En tout cas, on ne leur a pas demandé leur avis là-dessus, on ne les a pas interrogés, et puis quelques siècles après, tout d'un coup, comme si le temps n'avait pas passé, on leur demande des détails, ce qu'ils ont fait la veille, et la veille, c'était il y a très longtemps. Oui, absolument. Oui, c'est... Et vous-même, par exemple, vous pensez que c'est une bonne chose, justement, alors c'est une question aussi qu'on me pose, est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de communiquer avec ces désincarnés, ces décédés est-ce que ça leur permet de... Parce qu'on rentre dans le schéma, vous parlez tout à l'heure de Kardec, est-ce que ça peut... Est-ce que vous savez ce qu'on devient quand on meurt est-ce qu'il y a des évolutions, il y a des passages, est-ce que c'est bon de rester scotché à ce qui se passe sur Terre, est-ce qu'il vaut mieux ne pas trop communiquer avec ces désincarnés, est-ce que ça nous empêche de s'élever? Il y a tout un ensemble de discours comme ça qui... Je dirais, on peut tout penser. Oui. On peut tout penser. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis ouvert à tout. On peut dire, effectivement, ça les dérange, mais ça dérange nous, terriens, d'aller au-devant d'eux. Oui. Ça, c'est une certitude, parce qu'il peut y avoir des révélations qui peuvent être bouleversantes. Pour quelle que soit la raison, oui. Il peut y avoir des révélations bouleversantes, donc ça dérange l'humain, le vivant, on va dire. Maintenant... Et eux, ça ne les dérangerait pas spécialement, à votre avis? On n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien, comment voulez-vous savoir? Mais je ne sais pas. Moi, je dirais, dans la mesure où ils répondent, c'est que ça ne dérange pas plus que ça. Et c'est faisable. Et que c'est faisable. Après, dire c'est bien, c'est pas bien, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui est bien aujourd'hui et ce qui sera mal demain? Et pourquoi ce serait bien aujourd'hui et mal demain? Et pourquoi c'était mal hier et puis qu'aujourd'hui... Le fait est là, monsieur de Montlhéry, c'est que ça ne se pratique pas beaucoup depuis que l'humanité existe. Ce genre de connexion ne se fait pas. Ça s'est beaucoup pratiqué au début du 19e. Oui. Au début du 19e, il y a eu une vague de... Il y avait le Ouija. Une Ouija qui existe encore, hein. J'en ai un ici, oui. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais c'est des choses, je dirais, il y a eu des choses qui ont révélé un petit peu je dirais pas la dangerosité, mais l'homme a fait peur à l'homme avec ce genre de technique. Non, mais je veux dire, ça remontait au 19e siècle, au cours des siècles, c'est pas quelque chose qui s'est... On pourrait imaginer des civilisations qui pratiqueraient ça couramment. Oui, apparemment, ça ne s'est pas pratiqué. Ça a été négligé en quelque sorte. C'est une voie qui a été... Non, moi je dirais ça a peut-être été... Regardez, ça a été interdit par des religions. Oui. Ça a été... Donc ça a existé. Donc ça a cassé un certain mouvement, une certaine évolution. Alors vous pensez qu'elles avaient des raisons justement pour empêcher cela? La peur. Oui. La peur de certaines révélations. Oui. Et puis aussi une certaine aliénation, parce qu'effectivement, comme vous dites vous-même, si toute la science moderne devait dépendre des messages qu'on recevait de savants d'autrefois, bon, ce serait peut-être mieux que l'homme se débrouille tout seul, en fait, de dire effectivement. Ça serait quand même une aide précieuse aussi. On ne sait pas si bien combien de fois vous allez je ne sais pas, vous allez vous balader dans la nature. Enfin, rien. Moi, je prends l'exemple des chamans. Vous vous baladez dans la nature, tout ça, ils vivent dans la nature de tout et de rien. Et on nourrissent de tout et de rien. Hein. Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire une expérience chamanique en marchant pieds nus sur des braises. Bon. Eh bien, c'est des choses... Vous le faites parce que vous êtes pris dans l'action. Et vous vous rendez plus compte de ce qui vous arrive. Et vous arrivez au bout, on vous met un jet d'eau sous la plante des pieds, et votre plante des pieds est aussi lisse que la main d'aujourd'hui. Ce sont des facultés mentales. Alors pourquoi pas dans tous les sens? Oui, bien sûr, effectivement. De même que par exemple, pourquoi est-ce qu'on a... Alors, pour les gens qui font le karma, ils disent oui, mais on a oublié, en naissant on oublie pourquoi on est venu... on oublie quelles étaient
La notion d'oubli est intéressante, c'est l'idée d'amnésie, le fleuve de l'été, là, on oublierait un peu ce qui a été décidé avant. Oui, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas nier, qui sont le capital et l'héritage génétique. Oui, bien sûr. Oui. Et la transmission familiale. Oui. Donc ça, vous ne pouvez pas le nier. Non, non, bien sûr. Alors on peut nier certaines choses, certes, mais dire on oublie parce que pourquoi on est venu, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Moi je suis beaucoup plus prudent. Il y a quand même des gens qui naissent et qui ont une conscience assez diffuse de ce que va être leur destin. De ce qui va... Ce sont des choix. Oui. Disons que la direction d'un destin, d'abord, la vie, le milieu dans lequel vous êtes né, les études que vous faites, les rencontres que vous faites, l'intellect que vous développez, et après la direction que vous souhaitez prendre en fonction de vos goûts. Et ça s'appelle la destinée. Mm. Donc, moi je suis plus cartésien. D'accord. Ce genre de choses. Oui. Parce que, de par ce que je suis, de par la vie que j'ai eue et de mon vécu, je dis non, il n'y a pas. À ce moment-là, j'avais le choix de ça. À ce moment-là, j'avais tel choix et tel choix. À ce moment-là, j'avais tel autre choix. Et les choix, c'est bien moi qui les ai faits, c'est personne qui me les a imposés. Non. Mais on m'en a parlé, on me l'a soufflé, on m'a influencé, je dirais. Mais on m'a influencé parce que j'avais des résultats et que j'ai accepté d'avoir des résultats et d'aller dans ce sens. De toute façon, l'existence même de gens comme vous montre bien que nous sommes connectés. Ah ben de toute façon, nous sommes absolument. Mais quelle est la place véritablement de cette population de professionnels pour l'humanité? Est-ce qu'il y a un rôle de l'humanité ou est-ce que c'est un rôle, moi je dirais c'est un rôle de gens qui à un moment donné perdent pied et c'est un moyen de reprendre pied. Vous voulez dire que vous avez quand même votre responsabilité, c'est pour des personnes qui sont quelque part en souffrance, en tout cas qui sont un peu dans il y en a beaucoup. Oui. C'est plutôt bon. Par contre, il existe aussi des chefs d'entreprise, parce que j'ai des avocats, des chefs d'entreprise, des politiques, des gens comme ça. J'ai des gens à grosse responsabilité qui viennent me consulter pour leurs affaires, pour les choses comme ça. Donc, et là, on a, je dirais, de vraies réponses qui se vérifient dans le temps. Oui, vous avez des concrétisations. Des évolutions de... Alors là, c'est une évolution de destinée, mais c'est une évolution de conséquences d'une attitude à un moment donné qui a généré telle et telle situation qu'il faut débloquer, mais qui demande du temps, qui demande de passer par telle et telle étape, etc. Et là, on peut... Et c'est là où je dis, c'est l'aide à la décision, c'est le déblocage d'une situation, c'est l'éclaircissement, c'est un petit peu le rideau que l'on tire en disant mais ouvre les yeux, regarde là, la solution elle est là. Mais c'est-à-dire que c'est votre forme, c'est votre intelligence qui vous le dit en fait, quelque part, enfin, c'est votre jugement qui vous permet de conseiller. Non, c'est pas un jugement, c'est par la voyance. Jugement, votre bon jugement, on va dire. Je dirais c'est par la voyance. Votre discernement. Je dirais c'est par la voyance où on peut orienter quelqu'un. Oui. En lui disant, si vous allez là, allez dans cette direction parce qu'on est sûr que là il y a de bonnes choses, mais persistez là il y a une peau de banane, mais derrière la peau de banane, il y a quelque chose de bien. On a l'impression que c'est un peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire vous prévoyez les coups à l'avance. Absolument, on anticipe. Oui. Et ça, justement, je parlais de jugement. C'est-à-dire que vous avez
Il faut une Parce que intelligence. parler de jugement, c'est un peu difficile. Je dirais on anticipe une situation. Oui. Et ça, c'est une aptitude de logique, oui, de voir les conséquences de chaque chose que l'on produit. Oui, absolument. Et que telle attitude va provoquer par ricochet telle et telle situation. Et en disant attention, vous souhaitez aller là, mais il ne faut pas aller là, parce que là, il y a ça et ça qui va se présenter. En quelque sorte, vous voyez, Ça fait un peu le garde-fou. Vous captez un peu les différentes potentialités existantes et vous estimez les effets de chacune de ces potentialités. Absolument. Vous les comparez les unes avec les autres et vous voyez celles qui sont les plus prometteuses. Les plus adaptées. Oui. En fonction de ce que la personne désire après, et en fonction, je dirais, après, il y a le bon sens qui intervient. Oui, tout à fait. Oui. Le bon sens, la raison, enfin tout oui, je pense que là, c'est pour ça que je disais, tant qu'à faire, autant aller voir un voyant qui a un minimum de bon sens, de jugement. Oui, disons que c'est ce que je dis, c'est le regard extérieur, c'est la lucidité, c'est parce que il est bien connu que lorsque vous êtes dans une situation qui est complètement bloquée ou qui est difficile, on ne voit pas toujours. Ben, on ne voit pas ce que l'on vit. Oui. On ne se rend pas compte de ce que l'on vit. Et il faut que ce soit à l'extérieur ou qu'il y ait un phénomène, un événement X qui permette de réagir. Et là, après, on se rend compte. Oui, mais enfin, et ça vaut désigner, là, vous parlez du conseiller en général, pas forcément du voyant. Ben, on peut le voyant est conseiller. Oui, mais tous les conseillers ne sont pas voyants. Tous les conseillers ne sont pas voyants, absolument. Absolument, mais le voyant va décrypter quelque chose en disant attention, il y a là, il y a cette situation qui se présente, vous allez avoir ça, et puis malgré tout, le voyant il décrypte les caractères, il décrypte les situations, il va décrypter une difficulté. J'irai dans un couple, dans une situation, dans une entreprise, dans des choses comme ça, des choses, des contrats qui veut dire oh là, attention, là il y a un contrat qui va se signer, mais faites attention parce que là il y a un truc que je sens dans le contrat qui est pas bonne, sans avoir vu le contrat, et en disant attention, là il y a quelque chose, vous allez vous faire avoir, là vous ne serez pas payé. Ce qui m'est arrivé récemment. Oui. Sur un client où j'ai dit attention, là ce client, ben, vous allez avoir des problèmes pour être payé. Il m'a dit non, ça risque rien. J'ai dit vous allez voir, il est revenu 3 mois après. Il m'a dit ben ouais, vous avez eu raison, il ne m'a pas payé. On peut arriver, c'est ça qui est intéressant, parce que vous dites, on peut arriver à ce degré de précision tout de même. Ah, complètement. Oui, c'est ça, parce que là, ça va quand même plus loin, là, vraiment. Ah oui, mais la voyance, elle sert à ça. Oui, c'est ça. Donc, elle va dans ce sens. Oui, voilà. C'est-à-dire, quand je vous dis que la voyance permet d'éclaircir quand il y a problème, et de dire attention, il y a ça qui se présente, prends tes précautions. Oui, non, je veux dire que c'est. Non, mais dans le cas précis, c'est-à-dire que. Est-ce que vous voulez dire qu'elle aurait pu le savoir par elle-même? Non. Donc, voyez-vous, donc c'est pas simplement une invitation à être plus lucide. Non. Ça va elle ne au-delà pouvait pas le savoir. Voilà. Elle ne pouvait pas le savoir puisque la personne en question était cautionnée par un très gros fournisseur. Ce très gros fournisseur, en fait, c'est un fournisseur qui a des franchises. Et c'est un des franchiseurs de ce très gros fournisseur qui n'a pas payé sa prestation. Oui. Et je lui ai dit, vous allez vous faire avoir, là, demandez un maximum, autrement vous allez vous faire avoir. Il a demandé, il a eu une partie, et la deuxième partie, il s'est assis dessus, parce que l'autre refuse de le payer. Oui. Non mais là, on va un peu plus loin que ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, ce sont des choses qui étaient quasiment imprévisibles. Dans un état normal de conscience. L'état normal de conscience, c'était impossible de prévoir. Et donc c'était quand même déjà là, sauf s'il renonçait, il ne pouvait même plus revenir en arrière. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière, le travail était pratiquement fait. Oui. Donc là, on voit tout de suite qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce qui va là, il faut qu'il pouvait tout au plus prendre ses précautions et partir du principe que déjà il n'allait pas être payé. Ouais. Ben, c'est bien pour ça que je l'ai bousculé
Et il est sorti de là, il n'y croyait pas. Et quand il est revenu, il m'a dit, mais écoutez, je ne vous croyais pas. Et effectivement, là, je ne suis pas payé. Alors maintenant, est-ce que je vais être payé? Oui, donc il faut distinguer le très court terme et le long terme. Voilà. Pour le très court terme, là, on est vraiment en train de dire des choses que la personne ne peut pas prévoir. Pour le long terme, disons, c'est plus dans des choses qu'on peut comprendre. Non, mais même sur le très long terme. Ah bon? Alors, même sur le très long terme, voilà. il y a des choses, il y a des événements que moi j'ai prévus. Enfin bon, je peux vous raconter une petite anecdote. Bah écoutez, donc c'est pas indiscret à rapide, rapide parce que je ne vais pas donner de nom. J'ai un couple qui vient une fois, ces couples c'était des gens qui travaillaient pour eux. Et puis, elle s'adresse à moi en me disant, Michel, je veux tout savoir. J'ai dit, écoutez, vous voulez tout savoir? Bon, ben d'accord, je mets tout sur le tapis. Je lui ai dit, vous allez vous séparer, et c'est vous qui partirez, en m'adressant à elle. Elle me dit, Michel, c'est pas possible, c'est un remariage, j'ai eu un enfant avec X, et il est hors de question que je le quitte. 6 ans après, elle a profité que lui se faisait opérer d'une hernie discale. Elle a vidé la caisse, elle est partie avec un copain et une gamin. Et elle l'a plaqué ainsi. Elle vous en a parlé à ce moment-là de cette affaire? Non, c'est lui après qui me l'a... Et vous lui avez dit que vous lui aviez annoncé ça? Je lui avais annoncé. Oui. J'avais dit, c'est vous qui partirez. Donc là, voyez-vous, là vous apportez un peu un bémol, enfin un bémol, tout à l'heure on dit présenter les choses de manière un petit peu trop abstraite. Du genre, voilà. Mais là, vraiment, c'est des choses qui sont, à la limite, irréversibles. Bien que... Disons que si elle avait eu le contrôle d'elle-même, elle aurait dit, il y a cette situation qui se présente, je ne veux pas parce que je veux rester avec X. Bon, à ce moment-là, elle aurait contré son destin. Elle y est allée franco, et puis bon... Donc c'était quand même c'était au départ une donnée qui... Si on ne faisait rien, ça allait se produire. Ça allait se produire, c'était Et pourquoi est-ce qu'une chose aussi particulière était-elle en quelque sorte écrite? Parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti à un moment donné. Non, je l'ai ressenti, mais je veux dire, ça veut dire quand même quelque part, vous l'avez ressenti, il n'y a pas de doute, mais ça veut dire quelque part que quand même il y a des choses qui sont déjà programmées. Oui, mais justement, moi, elle me dit je veux tout savoir, donc je lui dis je te préviens. Oui. À un moment donné, tu te sépareras parce que il y aura quelqu'un d'autre. Oui. Il me dit non jamais. Et bien non jamais, à l'instant, 6 ans après, elle n'a pas dit non jamais puisqu'elle est partie. Oui, non, mais ça permet de compléter le tableau, monsieur de Montlhéry, parce qu'effectivement, ça montre quand même qu'on peut apprendre des choses assez étonnantes. Mais il y a plein de choses. Moi, j'ai eu une de mes clientes qui... Attendez. J'ai eu quelqu'un qui travaillait dans le notariat, et cette personne... elle était au chômage, et j'ai dit, mais écoutez, si vous n'allez pas en province, vous ne retrouverez pas de travail dans votre profession. Elle est partie dans sa profession en province, elle m'a écouté, et avant ça, elle avait envoyé, je ne sais plus de 300 CV qui sont revenus vierges, enfin des réponses négatives. Elle est partie en province, et 1 an après, elle est revenue, et elle a pu remettre... les pieds à l'étrier. En province, elle était partie dans sa profession, mais il fallait qu'elle parte dans le notariat en province pour pouvoir réintégrer. Oui, ça faisait une référence. Et la région parisienne. Oui. Mais des choses comme ça, il y en a... C'est monnaie courante. Il y en a des dizaines et des dizaines, et il y en a à l'appel. Non, mais je vois très bien votre démarche. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous essayez un petit peu de démystifier, de dédramatiser, voilà. Mais en même temps, finalement, vous avez quand même un potentiel d'affirmer des choses absolument extraordinaires qui n'en est pas moins. Des fois, c'est hallucinant. Oui, c'est ça, oui. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a eu de très très gros problèmes. J'ai dit, allez, faites un procès, etc. Et elle avait une grosse franchise. Cette franchise était en train d'avoir des problèmes. Je lui ai dit, écoutez, vous allez fermer, faites un procès, le déficit est à 100 millions. À l'époque, c'était en francs. Et 2 mois après, elle m'appelle, elle me dit, le comptable a trouvé 101 millions.
que moi, je connaissais pas ces comptes. Vous aviez entendu cette somme-là, en fait? Oui, absolument. Ouais. Donc, et puis plein de choses qui. Oui, d'ailleurs, ça donne un peu de piment à votre vie. Ça donne un certain. Et puis des gens à qui j'ai dit, bon, vous allez déménager à telle date, et puis ça s'est fait vraiment à telle date, etc. Oui. Mais des fois, des gens à qui j'ai dit, vous allez vendre votre maison à telle date. Alors, elle ne s'est pas vendue, elle s'est vendue au bon mois, le bon jour, pas la bonne année. Mais l'année d'après. Oui. Hein? Bon, ça c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je dis toujours, les dates, c'est un petit peu la bouteille à encre, quand je suis un petit peu prudent sur des dates. Oui, effectivement. Et alors, comme vous disiez tout à l'heure, il faut faire attention, on va peut-être terminer bientôt là-dessus. Le piège, c'est de dire aux personnes non pas ce qui va leur arriver, mais ce qu'elles ont dans la tête, en fait, quelque part. Mais disons que c'est ce qui va leur arriver, mais et puis ce qu'elles ont envie de faire. Oui, mais parfois... Disons que, en disant, ben, c'est un petit peu de garde-fou. Je sers un petit peu de canal, hein. Je sers un petit peu de garde-fou par rapport à la personne, en disant, fais pas ça, parce que là, ça va être difficile. Oui. Si tu fais ça, ça va être difficile. Si tu fais pas... Donc même si vous voyez ce qu'elle a dans la tête, vous pouvez dire aussi, voilà, absolument. Ça dans la tête, mais je ne le vois pas se réaliser. Voilà, en disant, ne faites pas, parce que là, ce serait plus difficile pour vous. Donc quelqu'un, par exemple, qui se dit, je suis attiré par une certaine branche, où je semble avoir des capacités, il vient vous voir, et vous lui dites, il m'arrive de dire, ça pourrait bien se passer. Oui, ça pourrait bien se passer, ou alors, non, n'y allez pas, parce que vous allez galérer pendant X temps, et là, vous allez manger de la vache enragée, je vous le conseille. Et même à long terme, il n'y aura rien de très concluant. Et à long terme, ça pourra peut-être développer, mais pas dans l'immédiat. Oui. Donc, faites-le en double, débrouillez-vous pour... vous voyez, il y a d'autres paramètres pour essayer de pallier, de ne pas lâcher complètement, mais d'avoir un peu plus de sérénité, quoi. Et surtout d'avoir confiance et de ne pas mettre les gens dans des situations qui sont des entonnoirs sur lesquels ils ne peuvent plus s'en sortir. Il ne faut pas qu'ils mettent tout dans le même panier, quelque sorte. Ben, c'est un petit peu le proverbe de la vie. Hein. Oui, d'accord. Écoutez, je vous remercie, Monsieur de Montlhéry. Si vous avez quelques mots, quelques messages à transmettre en fin de parcours. La seule chose, je dirais que c'est toujours une aide qui est précieuse, qui permet d'aider, qui permet d'élucider, parce que lorsqu'on est dans des situations délicates, ben, ça permet de dédramatiser souvent, hein, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit n'importe quoi. Il faut être lucide qu'on est entouré de tout ce genre de choses, et que ça fait partie de la vie, et qu'on est obligé de... Ben, on est là, on ressent les choses. Donc, moi je dis, je peux tout dire, je peux tout dévoiler, mais est-ce que les gens sont prêts à tout entendre? Pas toujours. Oui. Mais justement, vous me faites penser, est-ce que vous auriez pu être, par exemple, dans les ordres ou confesseurs ou je ne sais pas. Non, je pense pas, parce qu'il y a une part de médiumnité, je dirais, qui est là, qui est très vive et qui a besoin de sortir. Donc, et le côté les ordres, tout ça, quoique si vous en prenez Jean-Marie Vianney, qui était le curé d'Ars, était un vrai voyant aussi. Et oui, c'est cela. Oui. Donc, en tout cas, c'est un sacerdoce d'être voyant. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous prenez ça très au sérieux. Disons, je prends ça au sérieux parce que la vie des autres est sérieux, la vie des gens est sérieux. Le côté écoute est quelque chose d'important. Le côté guide est important. Et je dirais, on est un petit peu les guides des gens qui sont en demande. C'est un petit peu la plus grande direction, je dirais, qu'on peut aider, c'est l'épaule que la personne n'a pas ou n'a plus. Et
Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est assez flagrant. Enfin, je dirais, dans des situations, on a des choses qui sont lourdes, mais qui sont passionnantes, parce qu'il y a tout cet accompagnement, des fois sur plusieurs années, qui fait que on a des résultats finaux qui prouvent qu'on a eu raison, quoi. Ah oui, c'est ça, parce que finalement, on n'a pas toujours, évidemment, les informations sur ce qu'on a dit. On n'a pas toujours le retour, oui. Mais je dirais que sur beaucoup, on a quand même le suivi. Oui. Moi, je sais que j'ai une clientèle qui est assez fidèle, parce que justement, alors, je suis quelqu'un d'assez direct. J'appelle un chat et je fais pas de cadeau. Mmh. Mais même sans faire de cadeau, les gens finissent par apprécier, parce qu'ils disent, bon ben voilà, il n'y a pas de raison de se cacher ou de faire du temporel ou des choses comme ça. C'est comme ça, il y a ça qui se passe. Bon, si tu fais ça, il y a ça. Si tu fais ça, il y a autre chose. Et puis bon, c'est ton choix. Vous voulez dire que vous avez, vous auriez peut-être par exemple plusieurs centaines de personnes comme ça que vous suivriez sur le long terme? J'en suis pas mal sur le long terme. Et puis, en plus, ça se chiffre en plusieurs centaines à la limite, on pourrait presque dire. Oui, absolument. Et tout le monde avec des histoires différentes. Vous avez charge d'âme en quelque sorte. Moi c'est un petit peu ça, mais bon, ça a un côté, je dirais, de relationnel un petit peu privilégié, quoi. Oui. Bon, très bien. On aide un petit peu tout le monde, quoi. Ou celui qui vient est à peu près sûr, je dirais, de trouver une réponse, une aide, une main tendue. Oui. Et par contre, il faut que ce soit la personne qui fasse la démarche. Moi, je ne vais pas la chercher. Alors justement, je voulais vous poser une question concernant la publicité. Bon, les astrologues ne font pas beaucoup de publicité, par exemple. Les voyants considèrent que c'est un peu normal de faire connaître leur existence et de faire que les gens sachent qu'ils existent. Mais je dirais, moi je ne fais pas de publicité, j'ai un site, micheldemontlhéry.fr. Oui. Bon, maintenant, de faire de la pub, non, enfin, en tout cas, ça existe, je parle pas de vous en particulier. Oui, qu'est-ce qui amène tous ces voyants à avoir des budgets publicitaires importants, comme si, par exemple, le bouche à oreille ne suffisait pas, par exemple. Oui, il faut grossir le chiffre d'affaires, quoi. Il faut être clair, hein. À partir du moment où vous travaillez pour vous, vous êtes indépendant, il y a une nécessité de chiffre d'affaires minimum annuel. Oui, autrement vous êtes pénalisé. Il faut être clair, hein. On ne peut pas vivre de l'air du temps. Il y a les charges, il y a les TVA, il y a tout ça. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a environ 72% de charges. Oui, on peut le dire, oui, vous avez raison. Donc c'est important. D'un autre côté, donc on ne peut pas vivre de l'air du temps. Hein. Donc il faut quand même essayer de il y a quand même une nécessité je dirais, de relancer le moulin de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, de temps en temps. Oui, oui. Bon. J'essaie de comprendre justement, oui, effectivement. Moi, personnellement, je ne fais pas de pub, très très peu. Mais voilà, quoi. Mais ce qui explique un tas de choses, quoi. Et comme je cherche pas à faire des éclats, je suis bien tranquille dans ma banlieue. Donc. Oui, bien sûr. Bien que vous ne soyez pas très. Précisons que vous n'êtes pas très loin d'Accès. Voilà, je suis assez proche d'Accès. Éventuellement, je vais chercher les gens à Égard, je les ramène. Donc, il y a un petit peu le petit service en plus